Bien. Alors, on va commencer gentiment, on va s'échauffer un petit peu. Donc, je vais d'abord introduire un petit peu la conférence, les objectifs et tout ça, me présenter, voilà, petit classique. Seule chose, donc je préfère prévenir, le but c'est pas de faire une conférence de 1 heure sur de la vente et compagnie pour vendre mon programme. Je veux vraiment que la conférence, elle apporte de la valeur en elle-même. Puisque du coup je la mettrai directement dans le programme. Donc le but c'est que ce soit une introduction directement euh, théorique à plein de sujets. Voilà. Et que même si on fait que regarder la conférence, on se dise waouh, c'était cool. Donc aujourd'hui, je vais couvrir deux aspects principalement, la mobilité de la colonne d'un côté, puisque c'est mon boulot, et puis les douleurs chroniques. Donc pas les douleurs aiguës, parce que les douleurs aiguës, la plupart du temps, de toute façon, moi je m'en occupe pas, je laisse faire le corps médical, parce que s'il y a une blessure ou quelque chose, que la douleur elle vient de se produire, on va d'abord voir le médecin. Mais quand il y a une installation de la douleur chronique, qu'il y ait une blessure ou pas, là, ça peut faire partie de mon boulot dans une certaine mesure. Donc, je parlais aussi de ça. Pour faire quelque chose qui change un petit peu, j'ai pas envie de couvrir les trucs traditionnellement que tout le monde parle, donc c'est-à-dire le renforcement musculaire, la souplesse, voilà, la proprioception à coups de Bosubol, qui servent un petit peu à pas grand-chose. Euh, donc je vais pas couvrir ça, je vais vraiment parler du contrôle moteur aujourd'hui, principalement. On va revoir aussi un petit peu des basiques d'anatomie au début. Enfin voilà, on va refaire un petit peu le point pour que tout le monde soit à niveau. Et je préviens, ce sera de niveau très simplifié pour que tout le monde puisse comprendre. S'il y a des mots compliqués, je ferai toujours en sorte de les expliquer pour que tout se passe bien. Et si à la fin il y a des questions, je laisserai 15 minutes pour qu'il y ait un temps d'échange. Donc, pas hésiter à poser les questions à ce moment-là ou dans le chat ou prendre la parole. Voilà. Mais je vais faire en sorte que ça soit simple. Donc, aujourd'hui, le contrôle moteur, on va aborder des mots comme entropie. Je vais les clarifier tout de suite. Entropie, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Degré de liberté, théorie des systèmes dynamiques. Donc ça, je vais les clarifier maintenant. Donc quand je parle d'entropie, pour les gens qui ne sont pas familiers à ça, parce que ça va revenir très vite, l'entropie, c'est une caractéristique au niveau de la physique. Je suis pas physicien, je vais faire peut-être une petite approximation. C'est une caractéristique des systèmes qui fait qu'ils ont tendance à se dégrader en permanence vers un état plus chaotique. Donc c'est-à-dire les atomes, si on fait rien, qu'on laisse juste le temps faire son boulot, ils ont tendance, à partir d'un état qui est structuré, équilibré, vers un état moins équilibré. Un être vivant, il va avoir tendance à aller progressivement vers la mort. Donc c'est un état moins équilibré et puis à la fin plus équilibré du tout. Donc ça, si jamais je réutilise très rapidement le mot entropie, je préfère le définir maintenant. Degré de liberté, pareil, on va le définir tout de suite. Les degrés de liberté, quand je parle de ce mot-là, je vais parler en termes de, par exemple, une épaule. Elle peut avoir différents degrés de liberté, c'est-à-dire qu'elle peut faire des mouvements de haut en bas, de gauche à droite et en rotation. Donc ça, c'est les degrés de liberté d'une épaule. Ça ne me dit pas son amplitude articulaire, ça sera vraiment à faire différemment, c'est-à-dire que je peux avoir des degrés de liberté de haut en bas, mais en avoir pas beaucoup en termes d'amplitude articulaire. Donc je crois que là, on est pas mal au niveau du lexique, déjà. Donc, très rapidement, ça va y venir. On va commencer par un petit peu de récapitulatif d'anatomie. Donc là, je vais utiliser un petit modèle pour montrer au fur et à mesure pour les gens qui ont besoin de visualiser. Et puis, on va développer un petit peu. Alors, comme je suis encore une patate avec Google, on a dit on fait comme ça. Ça rendra bien en plus dans le replay. Parfait. Voilà. Là, normalement, si j'ai tout bien fait, tout le monde voit un squelette découpé. Donc, voilà. Donc là, j'ai pris un modèle juste de colonne, donc sur Anatomie 3D, Complete Anatomy par Elsevier.
Voilà, très bon logiciel payant, bien cher, mais qui permet de faire pas mal de choses. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le bassin, la colonne, les scapulas et puis les côtes qui sont rattachées, et puis c'est tout. Donc, la colonne vertébrale, quand je parle de la colonne, je parle bien évidemment pas des côtes, pas des omoplates. Je parle juste du rachis, donc c'est-à-dire du sacrum jusqu'au cervical. Je compte pas le crâne dedans. Voilà. Au niveau osseux, on va avoir 4 segments. On va dire 4 segments. Alors, si on découpe la colonne, j'espère que vous voyez ma souris quand je fais les mouvements, sinon j'ai l'air con. Donc, on va avoir le segment cervical, le segment thoracique, le segment lombaire et le segment sacro-coccygien, qui n'est pas un segment mobile. Donc, c'est-à-dire que si on regarde le sacrum, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Voilà. C'est des vertèbres qui sont soudées. Et le coccyx, pareil. Bon, chez certaines personnes, le coccyx, d'ailleurs, il existe plus vraiment aussi. Donc, ça fait partie du rachis, mais en fait, ça, c'est soudé après avec d'autres os, ici, qui vont, donc avec l'iliaque, qui va permettre de faire le bassin. Là, on n'a pas le bassin. Hop, voilà. Donc moi, ce qui va m'intéresser surtout, je ne vais pas parler du sacro-coccygien puisque ça bouge pas. On va parler en termes de mobilité plutôt du rachis cervical, thoracique et lombaire. Ensuite, pour les petites chiffres, pour les gens qui aiment bien avoir des petits chiffres, donc on a plus ou moins 24 vertèbres. Donc quand je dis plus ou moins, je le pense vraiment, c'est-à-dire que dans les lignes, comme 24 vertèbres, mais on peut en avoir plus ou moins. Il y a certaines personnes qui vont avoir 6 vertèbres lombaires au lieu de 5. Il y en a qui vont avoir 11 vertèbres thoraciques. Donc, c'est une moyenne, en fait. Quand on dit 24 vertèbres, c'est une moyenne. Au niveau de la forme, je ne vais pas trop venir dessus parce qu'il n'y a pas besoin. On va juste noter que la colonne vertébrale, donc, il y a une partie qui est creuse et qui permet, qui permet d'abriter ensuite le système nerveux, si ça veut bien. Non, ça ne veut pas. Non, j'ai mis veineux. Il est où? Là, nerveux. Je sais pas lire. Voilà, donc là on voit à l'intérieur, on a la moelle épinière, et puis si on descend, donc après quand la moelle épinière s'arrête, on va avoir toutes les racines nerveuses. C'est le départ après pour aller, par exemple, sur les nerfs sciatiques, dans les plus connus, voilà, qui vont sortir après de la colonne pour aller dans les membres, dans les organes, partout. Donc moi j'aime bien voir la colonne comme un espèce d'exosquelette, contrairement par exemple à un fémur. C'est-à-dire qu'il a un rôle à l'intérieur du corps de support, mais il a aussi un rôle de protection. Là, on le voit bien, en fait, quand on rajoute les nerfs à l'intérieur, il y a un rôle de protection de structure. Il protège les nerfs. D'ailleurs, c'est assez bien foutu. Vous avez les épines vertébrales qui sont, je pense, assez marquantes en termes d'ossature de renfort, parce qu'elles ne servent pas spécialement. Elles servent de frein mécanique pour les amplitudes, mais elles servent surtout ici, si je viens par exemple faire une roulade, je vais avoir mes épines qui vont venir protéger les structures nerveuses. Puisque ici, j'ai une musculature qui n'est pas très très épaisse en fait, après par-dessus. Donc, on a dit, on a les cervicales, les thoraciques, les lombaires. Maintenant, on va voir un petit peu leur degré de liberté propre, puisque on a défini le mot. Donc, les cervicales, je vais revenir sur l'image, ce sera plus sympa. Ça, je pourrais montrer. Voilà. Donc là, normalement, on revoit ma tête. Donc, les cervicales, c'est ce qui va permettre de bouger la tête. C'est très simple. Les cervicales, elles servent qu'à ça. Si je bouge le plus bas, c'est plus les cervicales qui sont en mouvement. Les cervicales, donc, contrôlent la tête. Et on va avoir des degrés de liberté en flexion-extension, en inclinaison et en rotation. C'est une zone qui est très mobile parce que la tête, il faut qu'elle puisse se déplacer assez facilement
Alors chez les primates, très très simple, chez les primates, le sens principal, c'est la vision. Donc il faut qu'on puisse déplacer nos yeux assez rapidement. On n'a pas une vision périphérique, donc il faut que notre tête puisse bouger facilement. Et on peut faire ça aussi très facilement grâce au fait que la tête pèse pas très lourd. Donc comme il n'y a pas beaucoup de contraintes en termes de charge en permanence, on peut avoir plus de mobilité. Si c'était plus lourd, si c'était très lourd, on pourrait peut-être pas bouger aussi facilement les cervicales. Donc c'est une zone qui est très mobile et très fragile. Alors pas fragile dans le sens ah là là faites attention, mais c'est dans le sens plus une zone est mobile, plus elle va avoir tendance à avoir des problèmes de luxation. Bah là pour les cervicales on peut avoir les hernies, ce genre de choses qu'on n'aura pas sur une articulation qui est très stable comme une hanche. Euh, la hanche elle peut pas se luxer très facilement, c'est très compliqué. Plus une articulation est mobile, plus il faut y faire attention. Alors que je compte le rachis cervical, je vais noter comme une articulation là pour l'instant, parce que je parle de segments. Ensuite, on va avoir le thorax. Donc, rachis thoracique, c'était là où on avait les côtes. Donc, très simple, si on veut se rappeler, là où j'ai des côtes, c'est le rachis thoracique. Le rachis thoracique, il va pouvoir bouger en flexion assez facilement, donc c'est-à-dire quand je m'arrondis, je pars vers l'avant. Il va pouvoir aller en extension, mais avec une certaine limite, et je vais revenir rapidement sur mon écran pour vous montrer. Voilà. Ici. Alors, on partit sur l'extension à cause des épineuses qui peuvent être plus ou moins prononcées et à cause des côtes. Voilà. Les côtes vont gêner la mobilité du rachis thoracique. Donc, en extension, c'est pas tout le monde qui peut y aller beaucoup. En sachant que dans les courbures naturelles, comme on est déjà en flexion, on a déjà une syphose, on part de plus ou moins syphosé. Donc quand on désyphose, c'est-à-dire quand on redresse la colonne, et en fait on est déjà en train de faire une extension au niveau du rachis thoracique. Voilà, tout le monde finit pas contorsionniste en fait. C'est juste pour en venir là. Et donc extension un petit peu limitée, inclinaison, donc c'est-à-dire quand je vais basculer sur le côté, c'est beaucoup limité. Vous essayez de bouger juste le thorax en inclinaison, vous allez vous rendre compte que c'est pas hyper confortable à cause des côtes et à cause de la structure osseuse, comment elle est faite au niveau du rachis thoracique. Et ensuite, on va avoir la rotation. Alors au niveau du tronc, au niveau du thorax, on en a beaucoup par rapport à l'étage en dessous qui sera les lombaires. C'est-à-dire qu'on peut assez facilement tourner le thorax, ce qui fait que même quand on a un torticolis, en général, on arrive toujours à regarder derrière dans la voiture, parce qu'on peut bouger le tronc. Petit détail. Ah, si le son déconne, ça peut pas faire. Petit détail intéressant à noter, quand on fait... ok, je note, rebidouiller le son. Ce sera une petite... Dites-moi si c'est bon. Ok, bon, petit couac. Donc j'en étais où? Oui, voilà. Petite chose intéressante au niveau de la mobilité du thorax, c'est que il y a des mouvements couplés. Donc ça, c'est en général au niveau de la colonne. Et moi, je vous conseille d'essayer en même temps. Si je fais une rotation, donc si par exemple je fais un pointeur avec mes doigts, je fais un pistolet à bras tendu, je vais chercher à tourner le plus loin possible en rotation, et vous regardez jusqu'où vous pouvez aller. Maintenant, vous allez faire la même chose, donc chercher la rotation, mais en ayant fait une inclinaison du même côté que là où vous tournez. Donc, c'est-à-dire, là, si je tournais sur ma droite, d'accord, je fais une inclinaison à droite et j'essaye de tourner. Et là, vous allez voir que ça coince. Donc ça, c'est normal. Maintenant, si je fais la même chose, mais avec une inclinaison à l'opposé de là où je tourne, donc là, par exemple, j'incline à gauche et je tourne à droite, je vais pouvoir gagner pas mal de degrés en amplitude.
Parce que c'est ce qu'on appelle les mouvements couplés au niveau de la colonne, c'est-à-dire que quand je fais une rotation, en réalité, je fais pas qu'une rotation, c'est pas possible au niveau mécanique, je fais toujours une inclinaison et une rotation. Donc quand j'inverse la tendance naturelle de la colonne, c'est-à-dire en faisant une inclinaison dans le sens qui contrarie ma rotation, bah, je peux aller moins loin. Si je fais l'inclinaison dans le sens où ça veut aller, et que je fais la rotation ensuite, bah, je peux aller plus loin. On peut le refaire de la même manière si je fais d'abord la rotation, je rajoute l'inclinaison, bah, je vais pouvoir grappiller des degrés de liberté, des degrés d'amplitude. Voilà un petit peu pour les basiques au niveau osseux et au niveau des amplitudes. Ensuite, hop, voilà, pour que tout le monde visualise bien comment c'est fait une colonne, on va revenir sur le petit schéma et on va regarder les muscles. Donc au niveau de la musculature, souvent, on a tendance à penser que aux gros muscles, ceux qu'on voit, donc les érecteurs du rachis, voilà, tout cela, les gros muscles, les gros boudins qu'on voit dans le dos. Sauf que, en fait, si on enlève un petit peu des couches, on va se rendre compte, donc là, par exemple, j'ai vraiment les deux boudins qu'on voit le long des lombaires. Mince, c'était l'inverse. Et ici, je vais avoir le multifide, donc en plus en profondeur, qui est toujours des muscles qui vont contrôler une grande longueur de colonne. Et puis ensuite, je vais avoir des muscles monoarticulaires qui vont contrôler chaque vertèbre l'une après l'autre. Donc ça va m'intéresser aujourd'hui dans la conférence. Donc je prends un tout petit peu de temps pour que tout le monde puisse visualiser le bazar. Ça remonte jusqu'au cou. Voilà. À chaque étage, je vais avoir des muscles qui vont me permettre de faire des ajustements assez fins pour pouvoir contrôler chaque étage vertébral. Et ça, on peut le faire consciemment. Et après, donc les gros boudins, voilà, si on remet par-dessus pour revisualiser les multifides, et puis après les érecteurs du rachis, les iliocostaux et compagnie. Voilà. Donc on va avoir toute une panel de musculature qui va faire toujours une redondance. Ils vont avoir plus ou moins la même fonction, mais ils vont se soutenir mutuellement. Et comme ça, si j'ai une déficience sur un des muscles, bah, je vais toujours pouvoir avoir des muscles qui font la même action, ce qui évite les problèmes de mourir. Quand on a carrément plus possibilité de bouger le rachis, bah, dans la nature, en fait, on est très vite mort. Et du coup, c'est chiant. Donc, la redondance, c'est pratique parce que ça permet d'éviter de mourir. Et que même si on perd un ou deux muscles au passage, on peut toujours fonctionner plus ou moins bien, mais on peut toujours continuer à procréer et à manger. Donc c'est assez pratique. Au niveau articulaire maintenant, donc on est ici, comment je vais faire ça? Voilà, on va enlever tous les muscles. Donc, on va zoomer. Donc entre deux vertèbres, on va avoir un petit jour qui va être rempli d'un petit disque. Non, c'était pas lui. Je vais devoir le virer. Non, désolé, je fais en même temps. Voilà, c'est bon, on voit mieux. Donc là, je vais avoir mon disque vertébral qui va venir se glisser entre deux vertèbres. Donc le disque, c'est assez connu, c'est ce à quoi on pense le plus souvent, c'est là où j'ai les hernies. Il y a un anneau fibreux, un anneau gélatineux, un noyau gélatineux. Quand le disque fibreux se craque, il y a le petit noyau gélatineux qui vient comprimer les nerfs qui se retrouvent juste ici derrière. Alors ça, c'est si la hernie, elle part du côté où il y a le canal rachidien. Si ça part sur le côté ici ou devant, c'est pas toujours problématique, ça fait pas forcément de compression radiculaire. Une compression radiculaire, c'est quand je comprime une racine nerveuse. Donc on a les disques vertébraux et on va avoir, je vais enlever une vertèbre pour qu'on voit, les articulations interapophysaires. Donc là, ici, je ne veux pas. Voilà. Ici, en fait, je viens d'enlever la vertèbre de dessus. J'avais cette partie-là qui venait s'articuler avec celle-ci. Donc là, c'est une articulation qui ressemble plus à ce qu'on a l'habitude
où il y a du cartilage et puis il y a une lubrification synoviale. Ce qui est différent du disque vertébral qui n'a pas de synovie. Donc tant qu'on est sur ça, en fait, on s'en fout qu'il n'y ait pas de lubrification, qu'il n'y ait pas de synovie dans le disque vertébral. Il a quand même besoin d'hydratation. Un disque vertébral, donc il est en permanence en compression par rapport à la gravité. On est à la verticale, donc le disque est tout le temps en compression chez nous. Ce qui fait que c'est un peu comme si j'avais une éponge mouillée, et puis qu'au fur et à mesure, avec le poids, la gravité, elle vient être en permanence comprimée. À la fin, mon disque est plus hydraté, donc il y a besoin qu'il se réhydrate. Ça, il va falloir pour ça qu'il se réallonge. Si mon éponge, je veux qu'elle puisse réabsorber de l'eau, il suffit que j'arrête de la serrer. Le disque, c'est pareil. Si je veux qu'il puisse absorber de l'eau, il va falloir que je le décompresse. Pour ça, il y a la nuit, c'est pratique. La nuit, je dors allongé, ce qui fait que la gravité, elle a moins d'action de compression, et au contraire, elle va venir allonger mes segments. Si je dors à plat dos, par exemple, elle va venir ouvrir le thorax, mettre les lombaires en syphose, donc en délordose en fait plutôt, et au niveau cervical pareil, ce qui fait que ça va venir ouvrir un petit peu les disques et favoriser la réhydratation. Sauf que c'est pas forcément suffisant à cause, alors ça c'est théorique. Là je mets mon petit truc théorique, c'est que on est des primates, que à la base on a plutôt évolué dans des environnements où on avait tendance à se suspendre un petit peu, ce qui fait que toute la journée, on avait ces actions de compression-décompression. C'était pas juste la nuit. Donc là, c'est intéressant parce que le disque, comme il n'y a pas de vascularisation, c'est-à-dire qu'il y a très peu de fluide au niveau sanguin qui va pouvoir venir vers l'articulation, il va falloir que j'ai des mouvements mécaniques pour favoriser la circulation des fluides. Et le fait de faire ces compressions-décompressions en me suspendant et puis ensuite en redescendant au sol, je vais avoir un mouvement mécanique qui va faire la pompe. Alors là, c'est un peu compliqué, mais en gros, ça va créer un vide, et ce vide, il va se faire remplir par les liquides autour. Et ça marche pour une articulation synoviale ou pour une articulation comme un disque vertébral. Donc les disques vertébraux, si je veux les entretenir, les faire durer, il faut qu'ils restent hydratés. Quand un disque est déshydraté, il a tendance à craquer plus facilement et à provoquer des hernies. Déjà, première chose, si on veut éviter tout ce qui est problème de hernie et compagnie, avoir une hygiène de disques vertébraux qui soit adaptée, ça me paraît intéressant. Donc pour ça, une petite barre de traction, par exemple, dans le cadre de la porte, et puis on se suspend régulièrement dans la journée quand on passe. Si on peut au bureau, que les bosses sont pas psychorigides, on peut demander à installer un système similaire ou des anneaux ou quelque chose qui permettent de se suspendre. Et ça permet d'entretenir un petit peu plus intelligemment la colonne. Au niveau des articulations synoviales, donc les interapophysaires, comme on a vu, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vascularisation. Et le seul moyen de lubrifier l'articulation, c'est en le faisant bouger. Donc oui, pour répondre à la question, tu peux te suspendre à l'envers et ça aura exactement le même effet. Il existe des tables d'inversion qui font exactement la même chose. Chez les kinés, il y en a qui ont des tables d'inversion. Tu te suspends par les pieds, ça s'inverse progressivement, ça vient mettre en décompression la colonne. Et c'est très intéressant aussi. C'est juste que ça prend beaucoup de place dans une maison, mais ça se fait aussi. Et l'autre inconvénient, c'est que pour le coup, les épaules sont pas très engagées dans le processus. Et comme je disais, comme on est des primates à la base, et qu'on a quand même eu une grande partie de notre évolution qui était arboricole, donc on se déplaçait d'arbre en arbre, on passait beaucoup de temps suspendu. Je soupçonne que nos épaules aient quand même un grand besoin de suspension, parce que les gens qui font de la suspension de manière raisonnée, généralement, ils ont des bonnes épaules. Donc voilà, si on peut privilégier la suspension classique par les bras, c'est à mon avis plus intéressant. Ce qui n'empêche pas les deux.
Donc, pour en revenir à nos articulations, pour les entretenir, il faut les faire bouger. Voilà. Un basique, mais c'est bien de comprendre pourquoi. Ensuite, donc au niveau anatomique, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais couvrir. Ça m'a permis d'aborder déjà l'entretien articulaire. On va juste voir un tout petit peu au niveau neurologique. Alors, ça va peut-être être un peu au-dessus de la tête de beaucoup de monde, mais pour les gens qui comprennent, ça sera intéressant. Donc, la voie efférente qui active les muscles moteurs, c'est la voie corticospinale. Donc, c'est-à-dire que c'est un faisceau de neurones en fait qui descend du cortex et qui va descendre par la colonne. Donc, les neurones, c'est très long, hein, les axones des neurones sont très longs. Cette voie corticospinale, elle est divisée en deux. Donc, on a la voie corticospinale latérale et la voie corticospinale faisceau ventral, on appelle. Donc, la voie corticospinale latérale, c'est celle qui va plutôt innerver après les muscles qui vont contrôler la main et le membre plutôt sur la périphérie, vraiment sur la périphérie, les membres distaux. Et on va avoir la voie corticospinale faisceau-ventral qui va innerver plutôt les muscles axiaux, donc les muscles qui vont être proches de la colonne, dans l'axe, et les membres proximaux, donc les plus proches de l'axe, c'est-à-dire épaules, les hanches. Je crois qu'il y a les coudes aussi dans la voie corticospinale ventrale. Là, j'ai mis un doute sur le coude, mais je crois que ça va peut-être jusqu'au coude. Tout ça pour dire quoi? Parce que là, wow, ça sert un peu pas à grand-chose, c'est pas très utile. Eh ben si, parce qu'en fait, ces deux voies, elles n'ont pas tout à fait la même représentation corticale et on n'a pas tout à fait le même contrôle dessus. En tout cas, tout ce qui va être du domaine de la voie ventrale, corticospinale ventrale, donc qui me dirige les muscles axiaux, ça va être plutôt du domaine de l'automatique. Et tout ce qui va être latéral, donc les membres distaux, par exemple les mains, il y a une grosse représentation corticale et on va être sur des mouvements plutôt volontaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vais donner un exemple très concret. Si vous vous mettez debout et que vous vous mettez à marcher, en fait, vous allez vous rendre compte que en marchant, vous n'allez pas forcément penser à ce que votre colonne fait, voire pas du tout, en fait. Par contre, vous allez penser, quand vous allez poser le pied, si vous le faites consciemment, vous allez ressentir, tiens, mon pied, il est comme ça, et du coup, il faut que je lève, par exemple, s'il y a un obstacle, il faut que je lève mon pied de temps. On ne pense pas à lever la hanche. On ne pense pas à faire la flexion de la hanche. On pense à lever le pied pour esquiver l'obstacle. Quand je suis en train de marcher, je pense principalement aux membres distaux. Si je veux attraper ma petite canette de Perrier, ici, je pense pas à oulala, il faut que ma colonne s'active de l'autre côté pour que mes muscles anti-gravité fassent en sorte que je me casse pas la gueule à chaque fois que je vais attraper une canette. Parce que là, je crée un levier, il y a un poids. S'il se passait rien, bah, je me déséquilibrerais, je pourrais tomber et mourir. Comme c'est bien foutu, je meurs pas à chaque fois que j'attrape ma canette de Perrier. Il y a il y a des contrôles qui sont du domaine involontaire au niveau de la colonne qui permettent d'équilibrer. Pareil, je pense pas à mon épaule, à part si j'ai des douleurs à l'épaule, on passe dans l'hypervigilance, mais sinon je pense pas à mon épaule pour aller attraper ma canette de Perrier. Je regarde juste ma main, je regarde la canette où elle est, et puis ça se passe bien en fait, j'ai pas besoin de plus. Donc du domaine quand on pense à la colonne, il faut se dire que l'objectif à terme, c'est de passer sur une commande automatique qui soit juste. Pas forcément d'être dans le contrôle absolu de sa colonne à chaque instant. En tout cas, moi, je ne prône pas ça, puisque le cerveau, il a une capacité de calcul qui est très limitée au niveau conscient. C'est-à-dire que globalement, là, si je vous dis tout de suite 27 x 48, vous allez plus pouvoir m'écouter. D'ailleurs, il va falloir peut-être que vous fassiez le calcul, donc on peut le faire tout de suite, comme ça, le cerveau peut passer à autre chose. 27 x 48, voilà, ça fait 1296, vous pouvez tout de suite arrêter de calculer. Et du coup,
Voilà, la capacité de calcul consciente, elle est très très limitée. Si on devait calculer chaque paramètre qu'on est en train de faire, notamment ceux de la colonne, on a vu qu'il y avait 24 vertèbres mobiles. Je peux pas calculer à chaque instant volontairement. Ça, c'est déjà trop. Et en plus, gérer dans l'espace vos bras, c'est pas possible. Donc nous, l'objectif, c'est que le cerveau, inconsciemment, ou en mode automatique, il fasse correctement les ajustements et que je puisse me focaliser sur mon environnement pour interagir avec lui. Voilà, j'espère que c'était clair, parce que c'était peut-être un passage un peu technique avec les voies corticaux, mais voilà, ça permet d'avoir le pourquoi du point de vue de la physio, et pas juste un gars qui dit c'est comme ça que ça se passe au niveau de la colonne. Je reprends un peu mon plan parce que j'ai beaucoup de choses que je vais aborder. Voilà. Alors, oui, tout à l'heure, j'avais parlé d'efférence et j'ai oublié de clarifier, c'était ça que je m'étais dit. Donc, quand j'ai dit les voies efférentes, que je parlais de la voie cortico-spinale, chez certaines personnes, ça va pas forcément être clair. Donc, efférent, c'est ce qui part du centre de commande vers la périphérie. Donc, c'est-à-dire ce qui part de mon cerveau et qui va, par exemple, vers ma main. L'ordre de bouger, il part de mon cerveau, il part de quelque part, et il va ensuite activer les muscles de ma main. Donc ça, c'est efférent. Et on a l'inverse qui est l'afférence, donc avec un A, qui est ce qui monte, ce qui revient de la périphérie vers le centre de commande. Et aujourd'hui, on va pas mal parler des deux, de l'afférence et de l'efférence. Ça va déjà vite, disons, on va déjà bien. Je pourrais parler 3 heures encore. Donc, voilà, quand je dis afférence, c'est ce qui remonte, qui va vers le cerveau. Quand je dis efférence, c'est plutôt la commande motrice. Et donc tout ça, ça va nous amener à parler du contrôle moteur. Et vous allez comprendre pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui. Donc le contrôle moteur, pour définir ce que c'est un petit peu, c'est la capacité du corps à diriger les ajustements qu'on peut avoir au niveau de la posture, par exemple. Donc comme je disais, j'attrape ma tasse, j'ai besoin de faire des ajustements posturaux pour pas tomber. Et c'est aussi la capacité à faire le mouvement précisément. Donc si j'ai mon objet à attraper, ma main, elle fait pas ça. D'accord? J'ai un contrôle moteur sur mes articulations qui me permet d'attraper précisément. Le meilleur moyen de comprendre ce que c'est le contrôle moteur, c'est de regarder ceux qui en ont le moins. C'est soit les personnes qui ont eu des lésions cérébrales, les personnes qui, voilà, les maladies type c'est Parkinson, ouais, où il y a des petits problèmes comme ça, et du coup, il y a des mouvements parasites qui viennent se rajouter. Les bébés, très bon exemple, les bébés, puisqu'ils doivent apprendre le contrôle moteur, ils sortent avec un corps qui n'ont aucun contrôle dessus. Et quand on regarde un bébé au début, juste le fait de le mettre assis, il va faire comme ça. Amusez-vous si vous avez des bébés, maintenant c'est le moment de s'en servir de cobaye. S'il bouge le bras, il va avoir tendance une fois sur deux à finir dans la tronche, alors que c'était pas là où c'était prévu. Donc le contrôle moteur, il est très 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 mauvais chez le bébé. Il doit l'affiner petit à petit. Donc je refais le contrôle moteur, c'est la capacité à effectuer les ajustements posturaux, donc, par exemple pour pas tomber, et puis les actions motrices, la précision, tout ça, ça va venir du contrôle moteur. Donc là, pareil, hein, si je marche, normalement, enfin, sur la plupart des tâches qu'on fait, on n'a pas besoin de penser à son contrôle moteur. C'est très rare qu'on ait besoin de penser à ça, en fait, dans la vie courante ou dans le geste sportif. On ne pense pas à ces détails-là, parce que c'est des choses qui se font du domaine de l'automatique. Donc là, même au niveau de la main. Ensuite, donc, pour le contrôle moteur, donc ça va être en 4 étapes. Donc une fois qu'on a compris ce que c'est, mon but c'est d'avoir un mouvement qui est le plus fluide possible, le plus économe en énergie possible, qui soit le plus efficace possible. Je veux attraper mon objet, je veux pas consommer un max d'énergie pour le faire, donc il faut que ça aille au plus court. Pour ça, il va falloir une chose, déjà dans un premier temps, c'est que mon corps sache où il est dans l'espace et qu'il ait un maximum d'informations sur
où est l'objet que je veux attraper, comment est mon environnement autour, est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il y a un animal qui va me sauter dessus au passage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'afférence, c'est-à-dire que je vais avoir mes sens qui vont me donner de l'information sur mon environnement. La vision qui va me permettre, par exemple, de définir où est la position dans l'espace, mon oreille interne vestibulaire qui va me permettre de définir comment est mon corps par rapport à la gravité, le toucher qui va me dire quelle température il fait, est-ce que c'est important ou pas, j'en sais rien. La proprioception, je vais revenir dessus, qui va me permettre de définir comment sont mes muscles, mes articulations, dans quel état de tension ils sont. Et ensuite, il va y avoir un programme moteur à partir de tout ça qui va être défini et qui va s'engager, qui va enclencher le mouvement pour aller attraper mon objet à partir de tout ça. Et en cours de route, je vais avoir de la nouvelle information, ça va me permettre de corriger mon mouvement. Donc, si je résume, j'ai l'afférence qui arrive au niveau du cerveau. Donc ça, c'est mes sens qui envoient de l'information. Je vais avoir une interprétation de ces données. Donc il faut que le cerveau puisse calculer toutes ces données. Et là, il y a encore une grande partie qui n'est pas forcément conscient. Je vais avoir une décision qui est prise. Donc par exemple, active tel muscle à telle quantité, fait tel ajustement postural, et voilà. Et ensuite, je vais avoir l'output, donc c'est-à-dire l'efférence. Là, c'est vraiment la commande motrice et l'action du muscle qui est engagée. Cet output, il va déclencher de nouveaux stimulus, il va y avoir une nouvelle afférence, et ça va s'auto-corriger en cours de route. Donc ça, c'est vraiment la base du contrôle moteur. Et l'intérêt de tout ça, c'est que le contrôle moteur, c'est la seule chose, c'est la seule caractéristique qu'on va pouvoir travailler au niveau de l'entraînement sportif, ou pas pour un sport en particulier, mais dans l'entraînement en général. C'est la seule caractéristique que je peux entraîner toute ma vie. Donc j'explique. La force, à un certain âge, on commence à en perdre irrémédiablement. Chez les femmes, ça va démarrer un petit peu plus tôt avec la ménopause. Chez les hommes, ça va démarrer plus ou moins fluctuant. Mais bon, à partir de 30 ans, de toute façon, on commence à être sur la pente descendante. Et après, il y aura l'andropause qui va faire qu'accentuer cette perte de force. La souplesse, c'est pareil, on va perdre irrémédiablement de la souplesse parce qu'on perd de la force, parce que les tissus perdent en élasticité. Donc, même si j'ai beaucoup de souplesse à la fin de ma vie, ça n'empêche pas que j'en aurais perdu sur toutes les années à partir de 30 ans. La vitesse, pareil, je vais forcément en perdre. Donc c'est toutes des caractéristiques sur lesquelles je peux pas me baser sur toute une vie durablement. Je peux pas me dire je vais améliorer ma force. Je peux pas. Il y a un certain stade où je vais juste essayer de moins en perdre. Je peux pas me dire je vais travailler toute ma vie pour progresser en souplesse. À un moment donné, ça va être juste de la maintenance. Par contre, le contrôle moteur, c'est super bien. C'est que je peux améliorer mon contrôle moteur toute ma vie. Pour une raison très simple, c'est que les neurones, il y en a à une chier. Il y en a beaucoup trop. Je n'ai même plus les chiffres, mais c'est des milliards de voilà. Et les neurones, entre eux, ils se connectent, ils font des synapses. Et les synapses, il y en a parfois 1000 entre deux neurones. Enfin, c'est n'importe quoi. La quantité de connexions qu'on peut faire entre les neurones, c'est de l'ordre de plus de planètes que dans l'univers. Donc, ça, on peut le travailler toute sa vie. Il n'y a pas de problème. Parce que même si je perds des neurones, j'aurai toujours une infinité de connexions qui sont possibles entre les neurones entre eux. Donc ça, c'est super cool. C'est une très bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que en plus, on recrée des neurones quand même, malgré qu'on en perde, on en recrée en permanence, ce qui permet de créer des nouvelles connexions au fur et à mesure. Et pourquoi je parle de ça? Parce que quand on entre dans de la douleur chronique, en fait, c'est une forme d'apprentissage, c'est-à-dire que j'ai des neurones, ils vont se connecter entre eux et ils vont créer un chemin, un circuit neuronal en fait entre eux,
Et ce circuit, quand il va s'activer, ça va produire de la douleur. Alors, il va y avoir une certaine signature en fonction des individus. Ça va pas tout le temps ressembler à la même chose. On peut pas dire, oh là là, quand j'appuie ici sur cette zone, ça provoque de la douleur. C'est pas comme ça que ça marche. Dans le cerveau de certaines personnes, il va y avoir peut-être une partie au niveau liée à l'audition et puis une partie liée au petit doigt qui va s'activer simultanément, voilà, avec plein de choses. Et ça va être sa signature pour la douleur. Donc c'est une forme d'apprentissage. Et après, dans certaines circonstances, donc par exemple, le cerveau, il peut associer, dans la chronicité de la douleur, quand j'ai pas envie d'aller travailler, quand j'ai pas envie d'aller travailler et que je provoque de la douleur, eh ben il s'arrête et il va pas travailler. Et du coup, je peux me reposer. Et donc là, en fait, il y a un apprentissage, il y a un effet positif de la douleur. Alors, c'est vicieux, c'est-à-dire que pour nous, on se dit putain, ça me fait mal, mais en fait, pour le cerveau, il y a un intérêt à produire cette douleur. Il a appris qu'il y avait un intérêt à produire cette douleur. Et donc, pour sortir de cette douleur chronique, on peut pas juste se contenter de dire je soigne la blessure et il n'y a plus de douleur, parce qu'il y a eu un apprentissage au niveau nerveux, au niveau neurologique, de tout un tas de facteurs ensemble qui se connectent et qui déclenchent ce phénomène douloureux. Donc nous, en fait, on peut retravailler sur le neurologique, parce que les connexions, on peut en recréer des nouvelles en permanence. Et ça, on peut le créer par le mouvement. Donc c'est vraiment pour ça que je pense que personnellement, j'ai des bons résultats sur la douleur, c'est parce que je pars de ce principe-là, c'est-à-dire que la douleur est un apprentissage. Alors, quand il y a la douleur aiguë, il n'y a pas eu encore d'apprentissage, mais la douleur chronique est un apprentissage, et il suffit de faire un nouvel apprentissage, suffit, pour que la douleur, elle soit secondaire, que ça soit plus la stratégie qui est privilégiée par le système nerveux pour protéger soi-même de différents stimulus. J'espère que c'était assez compréhensible ce que je viens de faire. J'ai fait un gros raccourci quand j'ai vu l'heure et je me suis un peu enflammé. Donc, pour revenir à notre contrôle moteur, pour moi, c'est un bon axe de travail pour toutes les raisons que je viens de citer. On peut jouer sur la douleur grâce à ça. On peut le travailler toute sa vie. On peut le travailler même si on est blessé. Parce que même si je suis blessé, ça m'empêche pas de pouvoir contrôler. Par exemple, mettons, je me suis blessé l'épaule, je peux plus la bouger. Ça m'empêche pas de chercher à mieux contrôler tout ce qu'il va y avoir autour. Ça m'empêche pas d'apprendre à contracter, par exemple, sans mouvement, les muscles de mon épaule pour maintenir un petit peu de contrôle moteur et éviter après, derrière, avoir trop de rééducation. Donc même quand il y a une blessure, on peut toujours la travailler. C'est pareil pour la colonne. S'il y a une hernie, ça n'empêche pas que je peux travailler sur mon contrôle moteur. Même si j'ai des compressions radiculaires, je peux toujours travailler sur certains éléments. Ce que je pourrais pas faire sur des étirements ou sur du renforcement musculaire. Moi, ça m'énerve un peu quand direct. Alors, il y a les deux extrêmes, c'est il faut rien porter ou alors il faut faire du deadlift, du soulevé de terre. Le soulevé de terre, c'est clairement pas le truc le plus basique qu'on peut faire à une colonne. Je suis un peu gêné quand c'est la seule solution qui est proposée, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avant, quand on est en phase douloureuse, et blessé, et qui seront tout aussi intéressantes que faire un soulevé de terre. Voilà, donc pour les bienfaits du contrôle moteur, dernier quand même, parce que ça m'avait fait rire quand c'est André Ospina qui dit ça tout le temps. Il dit vous avez jamais entendu quelqu'un vous dire je me suis blessé parce que j'ai trop de contrôle moteur. Alors tu peux avoir des gens qui se blessent, qui se font une luxation parce qu'ils sont trop souples et qu'il y a une laxité ligamentaire. Tu peux avoir des gens qui se blessent parce qu'ils ont trop de force et que ils ont réussi. Par exemple, les gens qui sont sous stéroïdes, ils vont avoir des muscles qui vont être plus forts que le tendon peut supporter. Et dans ce cas-là, le tendon va péter parce qu'ils sont trop forts. Tu peux aller trop vite et ne pas être capable de gérer ta vitesse. C'est possible. Mais tu peux pas trop contrôler ton corps. Il n'y a jamais personne qui se plante parce qu'il contrôle trop. Donc le contrôle moteur, c'est vraiment, pour moi, le seul axe de travail qu'on peut faire toute sa vie
sans jamais surdoser, bah, j'ai envie de dire feu, hein, enfin, faut pas s'en priver. Je reviens sur un truc à part, parce que tout à l'heure j'ai parlé de ça et j'ai été un peu méchant. Donc j'ai parlé de la proprioception, j'ai parlé des lières de se mettre sur un Bosu ball, donc des ballons un peu instables ou Swiss ball, et puis faire des conneries avec son dos là en instabilité. Ah, je dis des conneries parce que très franchement, c'est pas le truc le plus pertinent qu'on peut faire à une colonne, parce que la plupart du temps, quand on est assis, ben on est assis sur un truc qui est stable. Quand on est debout sur des sols stables. Par contre, voilà, on fait de la grimpe ou des trucs sur des supports qui sont un peu plus instables, ou du surf, mais c'est rare en fait les surfaces qui sont instables sur lesquelles on se tient. Donc, c'est pas très pertinent en termes de contrôle moteur d'entraîner sur des surfaces instables, alors que la plupart du temps, on va être sur des surfaces stables. Et je trouve ça toujours très surprenant que même encore à l'heure actuelle, les protocoles de rééducation, ils se basent, que la panacée, ce soit un peu pour la proprioception des trucs instables. Il y a plein d'autres manières plus intelligentes de travailler la proprioception que de faire des conneries. Voilà, je le répète encore une fois, mais sur des trucs instables qui ont très peu d'intérêt au final au niveau de l'afférence. Donc, pourquoi ça n'a pas trop d'intérêt? Maintenant, on va rentrer dans le détail de l'afférence, justement. Pour que le système nerveux puisse savoir. Donc, le cerveau, lui, il vit dans une grotte. C'est un petit truc mou qui vit dans une grotte. Il n'a pas d'informations à proprement parler. Donc, pour qu'il ait de l'information, qu'il puisse faire un petit peu ses décisions, il faut qu'il ait des capteurs vers l'extérieur. Donc, on a dit, il y a les yeux, il y a tout ça. Puis, il y a les capteurs à l'intérieur du corps qui vont permettre de définir la position. C'est ça qu'on appelle la proprioception. C'est des capteurs qui donnent des indications et qui remontent vers le cerveau. Donc, moi, j'aime bien expliquer la proprioception avec les interrupteurs. À la maison, vous avez normalement des interrupteurs pour allumer la lumière. Si c'est des va-et-vient comme moi à la maison, pour que j'allume ma lumière, il faut que j'appuie sur mon interrupteur. Si je n'appuie pas sur mon interrupteur, je peux crier sur ma lumière aussi fort que je veux, je peux hurler dessus, elle ne s'allume pas. Donc la première chose, c'est il faut que j'appuie précisément sur l'interrupteur pour que ça s'active. La deuxième chose, c'est qu'il faut que je mette une certaine pression sur l'interrupteur pour que ça s'active. Si je caresse mon interrupteur, chez moi, ça ne s'allume pas. C'est pas des interrupteurs qui ont ce seuil d'activation-là. On parle de seuil d'activation. Donc, pour que j'allume mon interrupteur, il faut que je presse assez fort et clac, l'interrupteur s'active. Et là, il libère le circuit, ça vient allumer la lumière. Et ben, les mécanorécepteurs, donc les capteurs qui sont à l'intérieur du corps et qui donnent de l'information au cerveau, c'est un peu la même chose. Ils ont un seuil d'activation et ils ont une fonction. C'est-à-dire que, par exemple, les mécanorécepteurs qui vont capter le fait de me faire des papouilles, ici, c'est pas les mêmes que ceux qui vont détecter si j'appuie très fort sur ma main. Quand je fais ça, j'active pas les capteurs qui sentent la pression forte. Si je caresse mon poignet, je n'active pas les capteurs à l'intérieur de l'articulation qui détectent, par exemple ceux de la capsule articulaire, qui vont détecter quand il y a une tension au niveau des tissus. Donc quand tu fais mes conneries là sur Bosu Ball, je reviens dessus, je me mets sur un ballon, je mets ma colonne droite, et puis je m'équilibre. Ben, j'active qu'une toute petite partie des mécanorécepteurs. Un tout petit bout. Mais tous les mécanorécepteurs, par exemple, qui doivent capter les amplitudes extrêmes, donc par exemple sur mes vertèbres, quand je vais ouvrir mes vertèbres, je vais avoir des capteurs à un moment donné, si je fais une flexion importante, qui vont être stimulés. Mais ils ne sont pas stimulés avant, parce que leur seuil d'activation n'est pas atteint. Là, je vais avoir mes mécanorécepteurs qui ont été activés sur toute l'amplitude articulaire quand je suis arrivé en fin d'amplitude. Mais je ne vais pas avoir les capteurs, par exemple, d'effleurage qui vont être activés. Ceux-là ne sont pas activés. Et donc, ça me pose un souci parce que quand on se blesse ou quand on a mal, en général,
c'est pas quand on est dans la colonne parfaitement alignée. Donc si je me mets sur un Swiss ball, que je travaille ma proprioception, comme ils disent, en bougeant mes fesses sur un ballon et en ayant très peu d'amplitude, en fait je stimule 3 fois rien, dans des positions qui sont déjà stimulées quasiment la plupart du temps. Et en fait, ce que je travaille, c'est juste le temps de réaction de mes muscles. Alors, ça peut être intéressant, mais concrètement, il y a plein d'autres choses qui vont permettre de provoquer des réactions aussi intéressantes et qui vont stimuler plus de mécanorécepteurs. Donc, voilà, j'ai tendance à dire pour tout ce qui est douleur chronique, le Swiss ball, voilà, on peut bouger la colonne en amplitude, par exemple, essayer de stimuler les mécanorécepteurs en faisant des mouvements combinés de torsion, de flexion, d'extension, et obtenir des bien meilleurs résultats. Parce que, comme je disais, en fait, du moment où j'ai de l'afférence, donc du moment où j'ai de l'information qui remonte, mon cerveau il va pouvoir décider. Donc quand il sait que mes capteurs ils sont bien actifs et qu'il a des informations sur l'état des muscles, il va pouvoir prendre des décisions intelligentes. Donc ça va se faire tout seul. C'est des processus qui sont inconscients. J'ai pas besoin de penser à comment j'ajuste ma posture. Donc voilà, j'ai tendance à penser que travailler sur le contrôle moteur et ne pas faire du Swiss ball en permanence pour travailler la proprioception, c'est deux choses qui me semblent intéressantes. Je reprends un petit peu mon plan, désolé, je prends 2 secondes, mais je l'ai perdu. Que j'oublie pas. Non, c'est bon, j'ai couvert le principal. Donc maintenant, j'aimerais bien, parce que là j'ai couvert finalement pas beaucoup, mais beaucoup de choses qui sont un peu complexes, essayer de synthétiser ça dans quelque chose qui soit applicable. Parce que le but c'est que, voilà, à la fin de cette conférence, qu'on se dise, ah ok, je pense que j'ai compris comment on peut faire ça. Donc, mettons, là, maintenant mon but, j'ai des douleurs chroniques et je veux travailler sur l'apprentissage, le désapprentissage de cette douleur. Comment je fais? Donc, par exemple, j'ai une lombalgie chronique, en permanence, j'ai des douleurs au niveau du bas du dos. Moi, la première chose que je ferais, c'est d'essayer de redonner de l'information à propos de la région, donc les lombaires, au cerveau, pour qu'il puisse décider de si oui ou non la douleur elle est pertinente. Parce que alors ça, c'est un truc que j'ai pas couvert ici, que j'ai couvert dans d'autres conférences. La douleur, elle n'est pas forcément liée à de la blessure. Voilà, très simple. On peut très bien avoir pas de blessure et de la douleur, ou alors des blessures et pas de douleur, ou de la blessure et de la douleur. Les deux sont. Ça, on ne le savait pas avant que les imageries elles puissent être généralisées. C'est-à-dire qu'il y avait un biais de sélection. Les gens, ils venaient faire des imageries médicales quand ils avaient mal. Ah oui, j'ai mal au dos. Ah docteur, ok, on va faire une IRM. Et là, on voit une hernie. Sur beaucoup de gens, on voit une hernie. Donc on se dit, c'est la hernie qui fait mal. Puis on zappe un peu les gens qui n'avaient pas de hernie, mais qui avaient mal quand même, parce que c'était pas si intéressant que ça. Sauf qu'à un moment donné, les IRM, elles ont coûté moins cher. Puis ils se sont dit, on va faire des études et on va regarder les gens qui n'ont pas de symptômes. Et là, c'est devenu intéressant, c'est qu'en fait, quand tu regardes les gens qui n'ont pas de douleur, qui se plaignent pas de leur dos, en fait, tu as aussi des gens qui ont des hernies. Puis au final, quand tu recoupes, tu te dis, en fait, il y a autant de gens qui ont des hernies et qui ont pas mal que de gens qui ont mal et qui ont des hernies. Et donc voilà, pour en revenir à ça, donc la blessure, elle n'est pas forcément signe d'une gravité de blessure, de douleur. Voilà. Je me suis emmêlé les pinceaux. Donc ça, c'était vraiment un biais de sélection qu'il y avait. Et on peut travailler sur la douleur indépendamment de la blessure. On peut laisser au corps le dire, ok, j'ai compris que je suis blessé, ça n'empêche que j'ai pas besoin d'avoir mal. Du coup, tu peux calmer un petit peu les freins. Donc moi, ce que je ferais, c'est déjà, première chose, travailler sur l'afférence pour dire au cerveau, regarde, certes, il y a eu une blessure, mais elle n'est pas si grave que ça. Et comment je fais? Je lui donne de l'information réellement sur l'état de mes lombaires. Donc je vais bouger mes lombaires en faisant par exemple des allers-retours avant-arrière. On a vu que ça faisait de la flexion-extension. Faire un petit peu d'inclinaison. Les lombaires, elles n'ont pas beaucoup de rotation. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais elles ont très très peu de rotation. Mais je peux essayer de bouger un petit peu mon bassin pour donner de l'information
à ce niveau-là. Peut-être que mon cerveau, il crée de la douleur au niveau des lombaires parce qu'en fait, il n'est pas confiant sur la capacité des hanches à stabiliser. Et du coup, il rigidifie les lombaires. Donc, en faisant un entraînement au niveau de mes hanches qui va donner de l'information, donc par exemple en faisant des rotations articulaires au niveau des hanches, bah, des fois, il y a des bons résultats sur les douleurs lombaires parce que bah, le cerveau, du coup, il est rassuré, il se dit, bah, en fait, la hanche, elle va bien, du coup, elle est capable de contrôler le corps et je peux laisser la hanche faire son boulot et les lombaires faire le leur. Parce que si les lombaires, elles se mettent à faire le rôle des hanches, ça devient problématique. Donc, bah, en fait, là où il y a mal, moi, j'aurais tendance à dire, on bouge doucement, sans aller dans des douleurs importantes. Vraiment, on utilise la douleur comme un signal de OK, j'ai un petit peu mal, je reviens en arrière et je bouge autour de ça. Le cerveau, lui, il va faire son job, il va interpréter et il va décider ce qu'il peut en faire. Et ensuite, je vais pouvoir constater si oui ou non j'ai une amélioration. Parce que si j'ai une aggravation des symptômes, ça veut dire que je suis dans le faux. Si je fais mes mouvements et que d'un coup mon cerveau il protège encore plus, qu'il augmente la douleur ou alors qu'il fait de l'inhibition, que je perde de la force brutalement, que je me mets à perdre de l'amplitude articulaire, ben là, je sais que je suis complètement à côté de la plaque. Ça veut dire que mon cerveau, il se sent menacé et qu'il protège encore plus. Donc là, je vais faire au contraire, je vais chercher à réduire le dosage ou à l'augmenter un petit peu, à tester, euh, pour que le cerveau, il interprète ça comme quelque chose de positif et qu'il puisse relâcher les freins et qu'il puisse apprendre à nouveau un apprentissage moteur, euh, que bouger, c'est OK, et que la douleur, elle n'est pas forcément pertinente, parce qu'en plus, ça consomme de l'énergie beaucoup, en fait, d'avoir de la douleur. Il faut créer peut-être des tensions dans les muscles, donc c'est pas pertinent pour lui. Donc voilà comment je l'appliquerai. Moi, tout ce qu'on vient de voir, c'est utiliser la douleur comme une indication. S'il n'y a pas de douleur, bah, de toute façon, je peux travailler sur mon contrôle moteur en permanence. Hein, on peut faire ça toute la journée, il n'y aura pas de problème. Et s'il y a de la douleur, bah, je peux utiliser la douleur comme un indicateur, dire hop, je m'arrête là, je bouge, je donne autant d'informations que possible. Ça va lubrifier mes articulations. Idéalement, j'essaye de faire des choses qui vont créer des cycles de compression-décompression, si je peux, si mes disques le permettent, qu'il n'y a pas une contre-indication chirurgicale là-dessus, pour favoriser l'hydratation. Et après, je laisse du temps, parce qu'il faut beaucoup de temps. Par exemple, s'il y a une hernie, pour qu'une hernie elle se résorbe, il faut du temps, parce que c'est des zones qui sont pas très vascularisées. Donc voilà, il faut des semaines, des mois avant qu'il y ait un miracle qui se produise. Donc je ne recharge pas comme une brute, même si j'ai plus mal. Et ça n'empêche pas que la douleur, elle va pouvoir réduire en l'espace de quelques semaines. Un apprentissage quelconque au niveau neuro, ça prend pas des milliers d'années. Donc, au bout de quelques semaines de répétition, normalement, je peux arriver à avoir une réduction de la douleur. Donc, voilà un petit peu comment ça s'applique. J'espère que c'était clair. Je vais laisser un petit moment pour poser des questions et répondre. Et puis après, je clôturerai en présentant très rapidement le programme s'il y avait des petites questions qu'on m'a posées sur mon programme sur le futur. Donc voilà, j'y répondrai aussi. Donc là, je laisse la parole si vous voulez parler dans le chat ou prendre la parole directement. Je vous laisse faire s'il y a des questions. On profite pour refaire le plein. N'hésitez pas à prendre le micro hein, si vous voulez ça aille plus vite, parce que le temps de taper, je sais que c'est long. Bah merci. Je suis très d'accord que c'est la colonne, c'est pas pour rien que j'ai commencé par les hanches, les épaules et tout ça. C'était pour voir mes capacités à expliquer des choses simples d'abord, parce que la colonne c'est vraiment un bordel. Pour le coup, alors autant c'est clair dans ma tête, autant à le revomir, c'est pas aussi facile. Donc
Voilà, j'appréhendais un peu le jour où j'allais attaquer la colonne, mais ça fait des années qu'on me demande de travailler sur la colonne, donc il fallait le faire. Mais oui, je suis content si ce petit bout a été clair. Et Jordan, Oui, tu m'entends? Ouais. ouais, je t'entends très bien. Donc j'imagine, enfin je suis sûr que la douleur est tellement multifactorielle qu'au final le travail doit être assez général pour la personne, c'est-à-dire au niveau de son stress, de son alimentation, de ben, si ça va pas au travail, de changer des choses. Enfin, c'est un Mm. ensemble et le contrôle moteur, bien sûr, une grosse Oui. base, mais j'imagine que Ah, tu un fais bien d'en travail. parler, ouais. Tu fais bien d'en parler pour le coup. Je te remercie parce que normalement c'était prévu et en fait je pense que ça aurait pris plus de temps que prévu donc je l'ai pas mis. Euh, mais je voulais parler des facteurs biopsychosociaux. Donc je suis très d'accord. Bon bah là toi t'es en plein dedans aussi je pense avec les formations que tu suis C'est et ça. du coup euh, là on peut échanger, hein, on peut discuter carrément, ça pose pas de souci. Alors, il y a un sujet que j'ai pas abordé et là que je vais du coup couvrir vu que tu l'abordes. C'est par exemple la satisfaction au travail. Donc, un des facteurs qui est les plus pertinents qui sont rendus compte sur les facteurs externes de chronicité de la douleur, c'est la satisfaction au travail. Donc, quand ils ont étudié ça, en fait, en gros, ils regardent est-ce que les gens ils sont contents de leur job et puis est-ce qu'ils ont des opportunités d'avoir des augmentations, est-ce que on les écoute au boulot, est-ce que voilà, tout un tas de facteurs qui peuvent faire que tu es satisfait ou pas de ton travail, l'impression de servir à quelque chose. Et ben en fait, du coup, c'est un marqueur hyper important. Les gens qui se sentent satisfaits dans leur travail, ils vont avoir plus tendance à retourner au boulot facilement et à pas avoir de chronicité de la douleur. Donc s'ils se blessent, ils se font mal, machin, ça fait mal. Euh, Ils vont pouvoir retourner au boulot et pas avoir mal par la suite. Ceux qui sont pas satisfaits, ils vont avoir plus de chances d'avoir une douleur chronique qui s'installe. Donc grave sur ce que tu viens de dire, je suis totalement d'accord. Euh, c'est loin d'être juste on fait du contrôle moteur et puis c'est hyper important, ces facteurs psycho, le stress. Oui, Voilà, après, je sais pas si tu peux rajouter des choses toi, mais bah, enfin, de toute façon, c'est pas forcément ton rôle de gérer le stress des gens, mais qu'ils sachent en général que bah, ça peut influer sur leur douleur, c'est assez important, je trouve. Il y a un manque d'information en général à ce niveau-là. ouais. On a mal quelque part, on va voir le kiné. Et en plus, ça marche pas tout le temps, donc on prend vraiment pas en compte tout le reste. Ah ouais, je suis très d'accord. C'est vrai que là, j'en ai pas trop parlé aujourd'hui et je voulais à la base, mais je me suis dit, ça allait être vraiment long. Mais oui, oui, en fait, on pourrait travailler sur la douleur et il y en a qui le font. Ils vont voir le psychologue, ils font de la TCC et puis ils travaillent sur la douleur chronique, quoi. Donc, c'est des leviers qui sont hyper importants et chez certaines personnes, bah, tu l'as fait en bilan, mais voilà, on essaye de voir un petit peu tout et puis des fois, bah, il y a des gens, bah, je leur ai juste dit qu'il fallait aller voir un psychologue, hein. Parce que en fait, à côté, moi, ce que je pourrais faire, je pense que c'est pas suffisant et que mon rôle, c'est pas d'être psychologue et puis qu'il faut compléter le travail. Ou alors c'est un nutritionniste, un médecin nutritionniste parce qu'il y a des carences alimentaires qui font un stress trop important. Mais déjà de nous expliquer qu'il y a des solutions et que c'est pas parce qu'on a une lésion qu'on aura tout le temps mal et que Mmh. déjà que tu nous l'expliques, je pense que psychologiquement, ben, on se dit, ben, on va pas rester bloqué dans ce, dans ce cercle un peu vicieux et on peut s'en sortir. Donc, déjà de le savoir, c'est une bonne chose. Donc merci. Bah écoute, avec plaisir. Merci pour le retour. En tout cas, oui, alors c'est pareil, là, j'en ai pas parlé, sur la conférence sur la douleur, j'ai passé une heure à parler que de douleur, donc je suis allé vite, mais l'éducation à la douleur, donc moi, quand je fais un travail en individuel, il y a une grosse partie, tu dois te rappeler, mais c'est juste de l'éducation, parce qu'en fait, ça, c'est pas fait, et quand tu vas voir le médecin, par exemple, des fois, ils ont tendance, au contraire, à augmenter les craintes de la personne et parce qu'ils n'ont pas de solution. C'est des mots compliqués, c'est machin, et en fait tout ça, ça augmente le stress et ça augmente
la menace perçue de la chose qui n'est pas forcément justifiée, et ça peut augmenter la douleur. Donc des fois, le simple fait de parler, en fait, maintenant, c'est ce que je dis, je suis sûr qu'il y a une grande partie de l'efficacité de ce que je fais qui est juste due au fait que j'ai passé 1 heure à expliquer. Ouais. Aussi. Et voilà. Je pense vraiment sincèrement qu'il y a une grande partie qui est juste liée au fait que quand tu expliques à quelqu'un que ça tendinite ou je sais pas quoi, c'est pas grave, et qu'il y a plein de gens, ils ont des tendinites et qu'ils ont pas mal, et que du coup, ça n'empêche pas du tout de vivre, en fait, ça va mieux déjà. Donc, ouais, l'éducation à la douleur, par exemple, je pense que ça en fait vraiment partie. Ouais. Bon, c'est cool. Merci en tout cas. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions d'autres? Des choses pointues? Bon, cool. N'hésitez pas à allumer le micro s'il y a des remarques, même si vous voulez un truc, un exemple pratique, voilà, je peux laisser encore bien 5 minutes faire genre un cas concret et qu'on en discute. Ok, ouais, j'ai une question un peu plus concrète. C'est dans les douleurs lombaires, c'est souvent la relation bassin-lombaire alors qui pose problème, c'est-à-dire manque de contrôle Alors, dans la relation bassin-lombaire. Donc c'est pas forcément que les lombaires ou que les de, hanches, mais c'est plutôt cette relation qui peut pêcher. de ma petite expérience personnelle, la plupart du temps, je peux pas travailler que sur les lombaires. Quand quelqu'un a mal au dos, je peux pas travailler que sur les lombaires. C'est pas suffisant. Et la plupart du temps, enfin, je vais dire 100% des cas, je me retrouve avec des dysfonctions au niveau du membre inf. Donc ça peut être des manques vraiment flagrants de mobilité, mais c'est souvent aussi des manques de gestion de l'équilibrioception. Donc la personne ne peut pas bien s'équilibrer, le membre inf équilibre pas bien. Ce qui fait qu'en fait, donc là c'est un peu le problème des degrés de liberté. Quand j'ai des degrés de liberté qui dysfonctionnent à un endroit, le système nerveux il va chercher des stratégies pour pouvoir contrôler le bazar. Et une stratégie, c'est les stratégies de freezing, c'est-à-dire qu'il va geler des degrés de liberté à un autre endroit, par exemple, pour réduire la variabilité du système. Donc, par exemple, mettons mon pied ne se stabilise pas bien, ça va faire beaucoup de variables à contrôler. Et ça, peut-être mon cerveau, il peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il a pas d'autre option. Le pied, il peut pas le contrôler. Donc, ça fait beaucoup de variabilité sur les étages du haut. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va geler les étages supérieurs, par exemple, pour réduire le calcul, le poids que ça demande d'équilibrer. Et souvent, moi, ce que j'observe, c'est que au niveau des hanches, c'est pour ça que j'avais parlé des hanches tout à l'heure, euh, j'ai des manques à ce niveau-là. Ce qui peut faire, là c'est plus de la théorie par rapport à des mécanismes, mais ce qui peut faire que les muscles autour des lombaires vont venir se spasmer. Et on le retrouve souvent avec des gens qui ont par exemple, qui vont avoir des muscles qui vont être très très irrités. En fait, tu vas appuyer, ça va être très irrité. Quand les automassages, ça va dégager, ça va être un petit peu intense. Et donc là, ces spasmes, ils sont pas liés juste au fait que les muscles lombaires, ils ont pas suffisamment de mouvement. C'est pas toujours le cas. C'est souvent, en tout cas, corrélé au fait que la hanche, comme elle fait pas son boulot, ces muscles, ils sont obligés de se spasmer pour réduire les degrés de liberté. Donc, ouais, j'ai tendance à dire que un programme de dos, enfin, de colonne, sans travailler sur le membre inf, étant donné qu'on est debout, c'est presque impossible d'atteindre des résultats satisfaisants à long terme. Enfin, on peut obtenir un soulagement, mais pas à long terme, je crois. En tout cas, moi, je fais systématiquement le membre inf quand il y a des plaintes au niveau du dos, et bon, ça marche bien. Et de toute façon, de manière générale, voilà, pour qui c'est le boulot, je t'encourage à regarder systématiquement le membre inf parce que, en fait, comme on est tout le temps
à la verticale. Si ça dysfonctionne, derrière, tu as les épaules qui vont en pâtir, tu as tout le bazar. Je pourrais adapter la même remarque pour ce qu'on disait à la vision et au vestibulaire. C'est-à-dire que, en fait, quand je teste les gens, la vision, généralement les gens l'ont contrôlé, mais le vestibulaire, pas tout le monde. Et quand tu remarques qu'il y a des petites déficiences au niveau vestibulaire, quasiment à coup sûr, tu vas avoir des problèmes au niveau du rachis, puisque tu as les réflexes, directs en fait qui vont le vestibulaire en fait il va enfin les réflexes vont faire que en fonction de la position de l'oreille interne qui est détectée, tu vas avoir les muscles du rachis qui vont s'adapter directement. Si le vestibulaire il déconne un peu, bah, il va y avoir des spasmes des tensions qui peuvent apparaître sur la colonne et qui peuvent être douloureuses à force de se maintenir. Donc ouais, travailler de manière le plus polyvalente possible, ça me paraît pertinent pour le rachis parce que c'est le milieu. Donc, voilà. Je crois qu'il y avait eu une autre question. Comment compenser à apaiser une sacro-iliaque? Ah bon, je pense que j'ai répondu à un petit bout. Pour moi, j'ai tendance à considérer déjà travailler par donc tout ce qui sera travail d'afférence, tout ce qui sera travailler sur le membre inférieur pour être sûr que ça se stabilise bien. Ensuite, les sacro-iliaques, la douleur, on la ressent au sacro-iliaque, mais des fois, c'est par exemple des muscles qui viennent s'insérer vers la région de l'iliaque et qui peuvent faire mal. Mais c'est pas vraiment l'articulation sacro-iliaque et c'est difficile à définir. Donc, il faut voir en fait, est-ce que déjà c'est vraiment l'articulation sacro-iliaque, parce que par exemple, il peut y avoir de l'arthrose au niveau sacro-iliaque, qui peut être douloureuse ou pas. L'arthrose n'est pas forcément douloureuse. Mais ça peut être un phénomène d'usure de la sacro-iliaque, ou alors ça peut être juste les insertions musculaires, décidément c'était compliqué ce soir, les insertions musculaires qui peuvent faire mal, parce que ça vient tirer au niveau de l'iliaque, et, qu'en fait on ressent plutôt la tension du muscle. Donc par exemple le carré des lombes, concrètement on va essayer de le mettre Je vais essayer de le mettre. Voilà. Alors, on va revenir sur Arashi, voilà, pour répondre à ta question. Donc, on a là, je sais pas si je vais avoir le carré des longs, je crois pas que je l'ai là sur. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf, parce que je crois pas que c'est lui. Non. Je dis pas, il faudrait que je mette le modèle en entier. Alors, je reviens, hop, voilà. Voilà. Je vais pouvoir les avoir. Est-ce que je peux m'enlever encore une couche? Une couche. Je sais pas si on va pouvoir avoir le carré des longues, mais voilà. Nickel. Donc lui, par exemple, souvent il fout la merde. Il est irrité et ça produit des douleurs qui vont être ressenties un petit peu comme au niveau de la sacro-iliaque. Donc quand c'est le carré des lombes, bah, moi souvent je joue sur le bassin. Typiquement, c'est vraiment un des muscles. Si j'ai des tensions sur le carré des lombes, je regarde au niveau des abducteurs de la hanche et la plupart du temps ça marche pas. Donc voilà. Carré des lombes, enfin, douleur sacro-iliaque à vérifier, mais est-ce que la hanche se stabilise bien quand on est sur un pied? Si le bassin il a tendance à s'effondrer, ça veut dire que les abducteurs ont tendance à pas faire le boulot et le carré des lombes il est obligé de compenser pour stabiliser. Et à force d'être tout le temps en tension, en fait, ça peut générer de la douleur clairement. Il y a une fatigue qui se crée. Donc voilà, c'est une piste par exemple. Merci pour la question. C'était une bonne. C'est souvent les sacro-iliaques. Ce qui veut pas dire c'est voilà, vraiment je redis, c'est juste une piste. Si quelqu'un a des douleurs sacro-iliaques là, on peut me dire ouais mais
pas dit que c'était la seule raison, c'est pas la seule du tout. On a plein. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais essayer de finir en expliquant très rapidement les petites particularités du nouveau programme qui va sortir, puisque j'ai eu pas mal de petites questions. Donc, notamment, pour résumer, s'il y en a qui regardent ça et qui n'ont pas vu, donc le programme, il a c'est un système avec abonnement. Donc, tous les mois, il y a un nouveau programme, ce qui permet de varier un petit peu et puis d'évoluer au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est la première chose. C'est un programme qui, c'est pas on fait 6 mois de la même chose, c'est vraiment ça change au fur et à mesure. Il y a une progression qui est principalement axée sur le contrôle moteur. Je viens de passer 3/4 d'heure à expliquer pourquoi. Comme ça, même si on est blessé, on peut quand même faire des choses. Qui couvre un petit peu tout. C'est-à-dire que moi, je sais pas qui j'ai en face, donc j'ai essayé de couvrir tout ce qui me semble pertinent. Voilà. Donc, comme on vient de dire, la vision, le vestibulaire, les hanches, voilà. Tout ce qui peut avoir un lien avec des problématiques de la colonne, on le couvre. Tout ce qui peut améliorer la mobilité de la colonne, on le couvre aussi, parce que le but, que ce soit de la douleur ou pas, c'est d'améliorer les performances. Quelqu'un qui a mal, il pense pas en termes de performance, mais en fait, si j'ai moins mal et que je peux bouger plus longtemps, j'ai amélioré mes performances. Donc c'est une amélioration de performance. Si je peux bouger bien, je vais juste bouger plus et mieux à la fin. Donc voilà un petit peu le principe. Après, au niveau de la régularité, alors moi je suis très exigeant, c'est-à-dire que le programme il est prévu pour travailler à peu près tous les jours, entre 20 et 30 minutes au minimum. Et on m'a dit, oulala, je suis pas sûr de pouvoir faire ça, ce que je comprends parfaitement, parce que je suis exigeant et qu'en fait, un apprentissage moteur, on le fait plus facilement quand on répète régulièrement. Mais si on loupe un jour, c'est pas grave. Moi, de toute façon, je m'en fous, j'ai envie de dire. C'est juste que, du coup, si on loupe 4 séances dans la semaine sur les 7, forcément, là, je peux plus garantir qu'il va y avoir une utilité particulière. Moi, je l'ai programmé sur le fait qu'on le fait sur 7 jours, plus ou moins, parce que je sais très bien que la vie, elle fait que c'est beaucoup plus dur de suivre un engagement de 20 minutes tous les jours que de se dire je vais faire 1 heure une fois par semaine de temps en temps. Donc, je sais qu'il est exigeant, mais voilà. Donc, au niveau de la régularité, j'ai envie de dire, on fait ce qu'on peut. C'est mieux que rien de toute façon quand on fait quelque chose. Donc, ce nouveau programme, il est prévu pour être assez régulier et léger en intensité pour se marier avec n'importe quel programme d'entraînement qu'il y aurait à côté. Donc voilà, c'était, je pense, la plus grande crainte des gens, parce que quand j'ai annoncé qu'il fallait faire un petit peu tous les jours, c'était tout de suite la panique. Voilà. Donc je sais pas s'il y a d'autres questions, parce que c'était surtout celle-ci qui revenait. C'était un peu comment ça marche et puis est-ce que donc c'est un programme avec abonnement, j'ai dit, qui va durer maximum 1 an. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'1 an, ça s'arrête parce qu'après ça sera passé à autre chose. Au bout d'1 an, j'estime qu'on peut commencer à évoluer sur des choses vraiment plus complexes et plus intenses. S'il y a besoin, on peut le prolonger, mais on a déjà eu 1 an de on peut recommencer un cycle, par exemple, du même programme, mais il n'y a pas besoin que moi, le truc dure indéfiniment. Et il dure minimum 4 mois parce qu'avant, je peux pas garantir que j'ai une amélioration notable de douleur chronique qui durerait depuis 10 ans, par exemple. Ça fait 10 ans que c'est là, je peux pas dire qu'en 1 mois, je serais un menteur si je disais qu'en 1 mois, c'est fini. Et j'aime pas bien les menteurs. Donc, voilà. Je vais pas faire de fausses promesses. Je pense que 4 mois, c'est raisonnable. Je conseille de faire un cycle de 8 mois. S'il y a des douleurs chroniques, si c'est pour de l'amélioration de performance, autant qu'on veut. Mais s'il y a des douleurs chroniques, vraiment, je pense qu'entre 4 et 8 mois, c'est pertinent. Voilà. Donc ça commence à se structurer un petit peu ce programme. De toute façon, pour les personnes qui sont inscrites sur le replay, vous aurez le lien pour vous inscrire. Voilà, je ne vais pas vous prendre plus de temps avec ça. Vous aurez le lien pour vous inscrire. Vous saurez comment
le rejoindre si ça vous intéresse. Vous êtes les bienvenus. Ah oui, si, petite chose, particularité. Donc ce programme, chaque semaine, en fait, on peut m'envoyer des questions par mail et chaque semaine, je vais filmer une vidéo où je fais une FAQ, donc un peu format comme là, d'à peu près 30 minutes, 1 heure, ça dépendra des questions, pour répondre aux questions. Donc je peux pas me permettre, pour le prix que je le vends, d'être en permanence sur les gens, mais ça n'empêche pas d'avoir un suivi. Donc s'il y a une question, on m'envoie la question par mail et moi, après, 1 fois par semaine, j'y réponds. Voilà, en vidéo. Voilà un petit peu pour ce programme Spine 101. Donc j'espère que cette petite conférence vous a plu.